en réalité, c'est pas que j'avais plus rien à perdre. Au contraire, j'avais tout à perdre. C'est-à-dire que j'avais ma carrière à perdre. C'est possible, j'ai ouvert mon sac, j'ai regardé dedans, rien du tout. Je me suis dit, c'est bizarre. J'arrive en chambre, je sors mes affaires, je trouve un caillou de 10 kilos au fond de mon sac. Bonjour à toutes les carboneuses et tous les carboneurs, merci d'être avec nous pour un nouveau podcast avec toujours le même fil rouge, vous faire découvrir un ou une sportive romande de classe mondiale. Et aujourd'hui Nico, salut, avec qui et de quoi on va parler? Mais Loris, tu vas un peu trop vite en besogne là. Attends, avant de parler de notre invité, on va faire un petit mot sur vos générations champions, partenaires de l'épisode. Ah oui, tu as raison, on salue l'association Vos Générations Champions, composée d'athlètes olympiens vaudois de toute génération. Leur volonté de rassembler toutes les énergies au service des meilleurs athlètes du canton et aussi d'inspirer les plus jeunes au travers des valeurs du sport. Et maintenant, place à notre invité qui fait partie de l'association, et après le ski alpinisme avec Caroline Ulrich, on reste sur les pistes, mais pour les descendre. Exactement, on est avec Marc Rochat, le slalomeur qui ne cesse de grimper dans la hiérarchie mondiale. Salut Marc. Salut. Ça va, bien rentré de Bulgarie? Ouais, long voyage, mais ça va. Le rythme est assez effréné ces derniers temps, donc on profite d'être un peu à la maison. Ouais, puis juste un peu dommage, la course a été annulée à cause des conditions météorologiques, mais ça valait quand même le voyage, ou bien? Absolument, c'était la première fois que j'allais en Bulgarie pour une compétition. Je dois dire qu'on a été très, très, très bien accueillis. Le public était chouette, l'organisation était vraiment super. Après, malheureusement, on pratique un sport d'extérieur et le temps ne nous a pas permis de pouvoir conclure la course, donc c'est comme ça. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet puis de s'intéresser un peu plus à toi, on va te poser notre question fétiche, référence à notre titre. À quoi te fait penser le carbone alors? Le carbone pour moi c'est l'or noir. Le carbone c'est une matière, particulière qu'on fétichise un peu dans notre sport. C'est synonyme de performance, ça peut être souple, ça peut être rigide, c'est une matière qui m'a toujours fasciné. Dans le ski alpin, comment vous utilisez le carbone? Alors c'est dans les skis directement, ou bien il y a dans les chaussures aussi, je pense? Alors le carbone, on l'utilise pour différentes choses. Premièrement, les casques. Les coques externes des casques, majeure partie sont composées de carbone. Les protections de slalom. Certaines coques utilisées aussi pour protéger les bras. On les utilise dans les chaussures de ski aussi, sous forme de spoiler, c'est-à-dire pour rigidifier certaines parties de la chaussure de ski. Dans l'histoire, on a essayé de créer des chaussures en carbone. Malheureusement, on n'a toujours pas trouvé la solution pour que le carbone puisse réagir de la bonne manière. Parce qu'évidemment, ce qui est pratique avec le carbone, c'est que ça réagit très peu aux variations de température. Ce qui serait évidemment pratique pour nous, parce qu'évidemment, lorsqu'on a des courses par 10 degrés ou moins 30 en Amérique du Nord, eh bien, le plastique réagit énormément. Du coup, on doit beaucoup travailler là-dessus pour trouver le setup idéal par rapport aux températures. Et le carbone serait idéal justement pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas aux températures, donc on pourrait utiliser toujours le même matériel. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé, disons, le setup qui conviennent à une chaussure de ski, parce que au bout de 3 manches en général le carbone risque de sauter, mais on espère que ça va avancer. Quand on t'entend parler, on a vraiment l'impression que tu es dans le développement du matériel. Toi, donc tu as vraiment ton mot à dire par rapport au développement du matériel, par rapport à une nouvelle recherche de technologie alors? Bien, en Coupe du Monde, il faut savoir que la majeure partie des athlètes développent leur propre matériel. Après, ça dépend de quelle maison on fait partie. Moi, je fais partie de l'équipe Nordica. Je suis à la tête du développement du matériel de slalom. Ces dernières 5 années, j'ai développé mes propres skis, mes propres chaussures. Et donc, ça fait entièrement partie de mon métier. Et c'est quelque chose qui m'a toujours énormément fasciné. Tout le monde n'est pas vraiment capable de le faire. Certains athlètes ne veulent pas le faire ou peut-être sentent un peu moins. Chez moi, il s'avère que je suis un sujet assez idéal pour tester le matériel, parce qu'en général, lorsque j'ai un ski ou un setup qui ne me convient pas, ça se voit directement, c'est-à-dire qu'au premier ou deuxième virage, je vais exploser, et donc je suis une excellente souris de laboratoire pour ma marque de ski, pour pouvoir développer ses skis et chaussures.
Merci pour tes réponses, c'est déjà très intéressant. Puis là, pour faire un peu plus ta connaissance, on a notre première rubrique qui s'appelle les chiffres et des lettres. Puis en fait, on va te juste proposer des dates, des mots, des chiffres, et puis tu vas nous dire à quoi ça correspond, leur signification. Tu vas commencer avec un facile pour s'entraîner. Si on dit 18 décembre 1992. La naissance de Marc Rochard. La naissance de Marc Rochard, en effet. Si on te dit Épalinges. Épalinges, c'est ma maison, j'ai grandi, je suis né à Épalinges, j'ai grandi à Épalinges, j'y ai vécu toute ma vie. Aujourd'hui, j'y habite toujours, à 10 minutes de chez mes parents, et c'est un endroit qui, pour moi, est cher. C'est quand même pas commun d'avoir un skieur qui, on peut dire, est citadin, et puis qui vient pas forcément d'une station de ski. Absolument, ouais, c'est clair que c'est un sport où, évidemment, lorsqu'on est jeune, c'est nettement plus facile de pouvoir le pratiquer lorsqu'on a la neige au pied de sa porte. C'était pas mon cas étant enfant, donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se sont donné de la peine, qui ont dû faire quand même beaucoup de sacrifices, m'emmener, m'entraîner les week-ends, les jours de semaine, faire énormément de kilomètres pour me permettre de suivre le rythme. Mais oui, je suis un des très rares citadins dans le monde du ski et j'en suis fier. C'est un peu ton père qui t'a transmis le virus du ski. Lui, c'est un ancien très bon descendeur. Absolument, absolument. Mon père était descendeur, excellent descendeur. Pour l'histoire, évidemment, pour comment dire, sa plus grande tristesse, il a pondu un slalomeur et pas un descendeur. Mais non, effectivement, c'est mon père qui a transmis à moi et mes frères la passion du ski. Et puis pourquoi le slalom en particulier Bien, c'est venu un peu de manière naturelle, c'est-à-dire qu'en réalité, j'ai été sélectionné par l'équipe nationale de ski à l'âge de 19 ans. D'abord pour le géant. J'ai toujours été technicien, j'ai jamais été un gros gabarit. Il faut savoir que la descente, c'est quand même en majeure partie un sport de gravité. J'ai jamais eu la carrure d'un descendeur. Et du coup, très tôt, je me suis dirigé vers la technique parce que c'est là où je pouvais faire la différence par rapport à mes collègues. Et puis petit à petit, évidemment, avec certaines blessures, j'ai dû me concentrer un peu plus sur le slalom, où j'ai dû laisser le géant un peu de côté. J'ai couru aussi en géant en Coupe du Monde, mais malheureusement, avec mes problèmes de dos, j'arrivais plus à suivre le rythme des deux disciplines. Et puis voilà, je suis devenu spécialiste de slalom. Je continue à pratiquer un peu de géant. J'espère peut-être, si mon corps me le permet, de pouvoir revenir en géant, mais c'est pas encore l'objectif numéro 1. Donc quand tu étais jeune, c'est là où tu avais le plus de plaisir, le slalom, ou c'est là où tu performais le plus, du coup c'est là où tu avais du plaisir aussi? En réalité, c'était en géant, et ça l'est toujours, entre guillemets, parce que pour moi, le géant reste la discipline mère. Aujourd'hui, le niveau en slalom est extrêmement élevé, donc tendanciellement, on se serait dit peut-être ça aurait été plus malin de partir en géant. Mais non, l'histoire a fait que justement, mon corps supportait mieux les charges du slalom, et du coup, je me suis concentré là-dessus, et j'ai placé un peu toutes mes billes là-dedans, disons. Et puis si on dit maintenant Crans-Montana. Crans-Montana, c'est l'origine du ski pour moi. C'est là que j'ai grandi. Mes parents avaient un chalet à Crans-Montana. J'ai appris à skier à Crans-Montana. J'y skiais tous les week-ends. C'est un lieu qui pour moi est cher. Malheureusement aujourd'hui avec mes programmes, j'ai plus tant l'occasion d'y aller, mais j'y retourne toujours avec du plaisir. Et si on précise le 21 janvier 2008 21 janvier... Crans-Montana, c'est Crans-Montana 21 janvier 2008. 21 janvier 2008, Crans-Montana. Ouh là là. Est-ce que je suis acteur dans la date ou pas? Oui. Oui. 21 janvier 2008. Oula, c'est une sacrée colle là. C'est une première course FIS que tu as fait à Crans-Montana. Ouais, c'est la toute première course FIS, puis c'était en Super G. D'après le site international. Ok, alors franchement, je m'en souviens pas. Et maintenant que vous m'en parlez, je crois que j'ai certains souvenirs qui me reviennent. Effectivement, j'ai participé à un Super G à Crans-Montana. C'est juste, c'est très juste. On est bien informé alors. Ouais, non, c'est juste, ça m'était complètement sorti de la tête. Maintenant, si on dit Villard-de-Lans ou Villard-de-Lans, pardon pour la prononciation. Villard-de-Lans. Alors Villard-de-Lans, c'est un lieu un peu particulier qui a été important dans ma carrière parce qu'il marque un peu le retour vers une carrière sportive. C'est-à-dire que je m'étais grièvement blessé à la jambe à l'âge de 15 ans et j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière.
j'ai quitté le collège de Brigue, auquel j'avais été pour pouvoir passer ma maturité et puis rentrer dans le système du NLZ, c'est-à-dire le système régional de ski alpin. J'étais interne à Brigue et puis j'ai décidé d'arrêter tout ça et puis de rentrer à Lausanne pour pouvoir suivre ma maturité. Et puis, parce que la maturité à Brigue, en réalité, elle durait 5 ans. Parce que pendant le mois de décembre, janvier, février, on n'était pas à l'école, on skiait uniquement. Et du coup, le système faisait que 2 ans supplémentaires pour passer sa maturité, lorsqu'on ne skie pas, ça n'a pas vraiment de sens. Et du coup, je suis rentré à Lausanne. Après plus ou moins une année, j'ai décidé d'aller à Villard-de-Lans avec un copain qui faisait du ski. Et sans aucune attente, j'ai fait une super course. J'ai retrouvé du plaisir, mon corps allait bien. Et du coup, j'ai décidé de me relancer. Ouais, puis on précise aussi, c'était ce qu'on a vu, c'était ton premier podium et ta première victoire en slalom géant sur le circuit international aussi, le FIS CIT en 2011. Donc, mais c'est quoi la FIS CIT alors pour nos auditeurs? Alors les courses FIS citadines sont des courses historiquement réservées aux citadins. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, c'est-à-dire que tout le monde peut y participer. C'est une course, disons, internationale hors circuit. Qui permet aux jeunes de pouvoir aller chercher, gratter quelques points FIS pour pouvoir améliorer ses numéros de dossard, d'abord dans des courses FIS. Aujourd'hui, je crois qu'elle s'appelle toujours FIS A, mais je suis pas sûr, je suis devenu un peu vieux. Mais du coup, c'est à ces courses-là qu'on participe pour baisser ses points FIS, pour ensuite pouvoir faire des points en course FIS A, pour ensuite potentiellement être sélectionné pour des Coupes d'Europe. Donc pour toi, ça a été un tournant parce que tu as dit que tu as retrouvé du plaisir avec cette course-là, que c'est un peu contradictoire parce que tu es sorti de l'école de Brigue, donc tu pourrais te dire, c'est un peu derrière toi la carrière. Je pense que tu aurais pu avoir cet avenir en fait de, tu as été jusqu'à 15 ans à Brigue et après tu as continué ta maturité et tu as trouvé un travail entre guillemets normal. Donc ça a vraiment été un tournant en fait dans ta carrière dès l'âge de quoi? C'était 16 ans. 16 ans. Ouais. C'était à l'âge de 16 ans effectivement. Ouais, j'avais mis le ski de côté. C'était derrière moi. C'était une période très sombre aussi dans ma vie, je dois dire, parce que évidemment j'avais perdu ce sport qui pour moi était toute ma vie et je me suis retrouvé soudainement un peu perdu. À cette période-là, ma mère est tombée grièvement malade aussi. Atteinte d'un cancer du sein et du coup c'était vraiment une période compliquée. J'avais perdu comme je disais ce sport, mais aussi cette ligne conductrice entre guillemets, parce que lorsqu'on pratique un sport de haut niveau, on a certains objectifs qui sont clairs et du coup tout ce qu'on fait autour c'est pour aller en direction de cet objectif. Et lorsqu'on retire ça à un jeune garçon, soudainement on se retrouve un peu perdu. Et lorsque j'ai participé à cette course et j'ai retrouvé un peu cette énergie et ce plaisir de pratiquer mon sport, ça m'a redonné espoir et soudainement ça a changé un peu ma vie. Ouais. Et puis si on enchaîne, tu as bien fait qu'il y a eu ce tournant, c'était magique parce qu'ensuite il y a eu Santa Catarina en Italie en 2016. C'est quoi pour toi ce souvenir? Alors Santa Catarina, c'est ma deuxième course de Coupe du Monde, à laquelle j'ai marqué mes premiers points de Coupe du Monde. Donc il faut savoir que de réussir à marquer des points à seulement sa deuxième Coupe du Monde en carrière, c'est déjà un exploit que j'ai atteint. Santa Catarina, c'était une course particulière, c'était une reprise de course parce que, sauf erreur, Zagreb avait été annulé cette année-là et du coup c'est cette course de Santa Catarina qui avait repris cette compétition en début janvier. C'était une patinoire. Je m'étais placé, sauf erreur, à la 23e place avec le dossard 67 ou 68, donc un bel exploit. Malheureusement, à ce moment-là, mon serviceman n'était pas avec moi parce qu'à cette époque-là, je partageais mon serviceman avec certains de mes coéquipiers de Coupe d'Europe. Et ces coéquipiers de Coupe d'Europe avaient été, à ce moment-là, participer à une course en Autriche. Et du coup, je n'avais pas mon serviceman avec moi. Et à ce moment-là, j'avais qu'un seul ski qui réellement faisait la différence. Et je me suis retrouvé à l'arrivée de cette première manche en pensant, je vais pouvoir participer à cette deuxième manche. Le problème, c'est que j'avais qu'un seul ski sur lequel m'appuyer.
Et vu que c'était une patinoire, j'avais plus de quart. J'ai le serviceman d'un de mes coéquipiers aujourd'hui actuel, Luca Erni, qui s'est occupé de mes skis. Malheureusement, c'était pas tout à fait la préparation que j'avais l'habitude d'utiliser. Et je me suis retrouvé dépourvu de tout grip en seconde manche. J'ai survécu à cette course, mais c'était... ouais, je ressemblais plus à Bambi sur le lac glacé qu'un skieur de Coupe du Monde. Ouais, c'était le premier point en Coupe du Monde, c'est juste. Et puis il suivra maintenant, suivra alors, parce qu'on le dit, on est le 13 février, donc à cette date suivra alors 81 départs en Coupe du Monde, 83 en Coupe d'Europe, et puis 3 victoires et 13 podiums en Coupe d'Europe. Ouais. Et puis maintenant, si on passe à un autre chiffre, le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est un chiffre particulier aussi. C'est le chiffre que j'utilise pour tous mes chronos à l'entraînement. Il faut savoir qu'on a des dispositifs de chronométrage à l'entraînement sur lesquels chaque athlète a son propre chiffre. Et ce chiffre, on le rentre avant chaque manche d'entraînement. Pour moi, ça a été toujours le 7. Je l'utilise depuis mes débuts, depuis mes tout débuts, et donc c'est un chiffre qui résonne et qui est assez important pour moi. D'ailleurs, je le note toujours sur mes gants aussi. Si on fait un stop à l'image en Coupe du Monde, vous verrez qu'il y a un 7 sur mes gants de Coupe du Monde. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé sur ce chiffre-là. Peut-être avec un autre détail, mais voilà l'histoire du chiffre 7 pour moi. C'est pas ce à quoi on pensait, mais c'est super intéressant. Et j'avais une question, tu parlais du dispositif à l'entraînement, tu peux en dire un peu plus ? Eh bien, chaque manche d'entraînement sont monitorées, c'est-à-dire qu'on utilise le chrono à chaque manche, on est filmé à chaque manche, en général 2 points de vue de caméra pour pouvoir analyser chaque manche d'entraînement. Il faut savoir qu'on teste énormément de matériel à l'entraînement, en général 4, 5, 6 paires de skis par journée d'entraînement, et du coup on a besoin d'avoir premièrement la référence du chrono, deuxièmement les images, parce que ce qu'on ressent parfois c'est pas tout à fait ce qu'on voit, et du coup on utilise la caméra et le chronomètre pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de comment réagit le matériel. Parfois, évidemment, on a des super sensations, mais le chrono ne répond pas. Ou vice-versa, on ne se sent pas très bien, mais en réalité, on gagne une demi-seconde par manche avec un nouveau ski ou un nouveau setup testé. Donc, c'est pour ça qu'on monitorise de manière religieuse chaque manche d'entraînement. Okay. Et puis pour revenir au chiffre 7, c'est un chiffre d'honneur pour toi, mais c'est aussi un chiffre un peu malheureux parce que c'est le nombre d'opérations que tu as eu dans ta carrière entre les épaules, le tibia et les genoux. Mais je te propose qu'on en parle un petit peu plus tard de ça. Absolument. Et puis... Si on enchaîne avec le mot golf. Voilà. Le golf, c'est une drôle d'histoire. Le golf, c'est un sport que j'ai pratiqué enfant, que j'ai détesté. Contrairement au ski où je pouvais m'exprimer pleinement et pouvoir le ski pour moi était synonyme de liberté, et puis le golf tout le contraire, il fallait avoir un certain dress code, il fallait être calme, ne jamais courir, pas parler fort, et du coup c'était quelque chose qui ne me convenait absolument pas enfant. J'étais un garçon plutôt turbulent, et vers l'âge de 25 ans j'ai des copains qui se sont mis à jouer au golf, qui m'ont invité à une partie, et évidemment je leur ai botté les fesses dès la première partie parce que j'avais la chance d'avoir pu jouer enfant. C'est comme le vélo, je veux dire, du moment où on a le geste, c'est quand même un gros avantage, et j'ai croché, et c'est devenu vraiment une énorme passion. Aujourd'hui je la partage avec beaucoup de mes coéquipiers. C'est un sport qui est très différent du ski parce que évidemment c'est pas un sport à risque, on a de la peine à croire qu'on peut trouver de l'adrénaline en jouant au golf, mais au contraire c'est un sport dans lequel on peut retrouver un esprit de compétition très très fort, parce que avec le système de l'handicap, on peut faire une partie extrêmement serrée avec une dame de 65 ans, tout comme avec un enfant de 14 ans. Donc je trouve ça génial, et c'est la liberté pour moi aujourd'hui. Et est-ce que tu arrives à transposer l'aspect mental dans le golf avec le ski, parce que l'aspect mental il est quand même super important, même si tu fais pas des compétitions. Tu fais des compétitions avec les potes et tout. Est-ce que tu arrives à transposer l'aspect mental qui est hyper important ? Absolument. Ça a été une grande thérapie, je dois dire, dans ma carrière, de retrouver le golf. Parce que contrairement à une manche de slalom qui dure 50 secondes, une partie de golf, ça peut durer jusqu'à 4 heures. Donc il faut être patient, il faut accepter ses erreurs, rester calme. Et évidemment, c'est quelque chose
c'est un domaine dans lequel j'ai eu beaucoup de peine au début de ma carrière, rester calme et patient et attendre mes opportunités. Et au travers du golf, moi, j'ai travaillé ces éléments-là qui me servent tous les jours aujourd'hui. C'est vrai, quand tu as connu fougueux en début de carrière, à prendre beaucoup de risques sur les slaloms, et puis c'est vrai que le golf, on voit, c'est un peu plus méditation, il faut rester calme, donc c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et puis si on enchaîne avec le dernier, le mot La Roche. La Roche, c'est un surnom que un ami m'a donné, je crois, à l'âge de 14 ou 13 ans. Qui a un peu accroché. Dans le monde du ski, en réalité, les gens à l'époque m'appelaient Rocket. Mais Rocket, je l'ai hérité parce que c'était le surnom de mon frère. Et lorsque mon frère a mis un terme à sa carrière, j'ai hérité de son surnom dans le monde du ski. Mais La Roche, c'est un surnom qui m'était donné à l'époque à la maison, c'est-à-dire dans ma vie de citadin. Et celui-ci a pris le dessus par rapport au reste. Ouais, c'est un surnom, hein, mais c'est aussi un film. Hein, on écoute un extrait justement de ce film. Je pense que ma réelle passion, au-delà du ski, je pense que c'est la compétition. Mon but, c'est de créer une ligne la plus rapide possible en passant toutes les portes. Voilà, hein, le film La Roche, hein, c'est un film qui retrace ta carrière et ton abnégation. Hein, puis on entend souvent à la fin de tes courses, hein, on lâche rien. C'est ta devise, ça, on lâche rien. Absolument. C'est des paroles qui sont extrêmement importantes, qui m'ont porté dans les moments compliqués. Ce film retrace effectivement une bonne partie de ma carrière. Les moments de joie, mais surtout les moments de tristesse et de doute. Et ouais, c'est un projet qui a été très important pour moi et qui aujourd'hui porte ses fruits. Et puis on peut le voir où ce film sur toutes les plateformes? Bien, raconte-nous pour nos auditeurs qui seraient intéressés. Actuellement, ce film n'est pas encore disponible en ligne parce qu'il est présenté à différents festivals du film, donc pour des questions de comment on dit, pardon. De droit. Non, au-delà de droit d'exclusivité, pardon, ce film ne peut pas être présenté en ligne ou être disponible en ligne, mais il le sera bientôt au terme de ces différents festivals. Donc probablement cet été, ce film sera mis en ligne sur une plateforme ou à libre accès. Eh bien, on note. Hein. Et puis, on l'a dit, hein, on lâche rien. C'est ta devise. Tu as bien fait de rien lâcher. Hein, parce que si on résume, l'année passée, tu termines avec une 4e place au final de Coupe du Monde, au final des Coupes du Monde à Soldeu en Andorre. Puis au début d'année, tu commences l'année avec 5 top 10. Enfin, tu avais avant cette année 5 places dans le top 10. Et là, c'est l'explosion cette année avec 4 places dans le top 10, dont une 4e place à Schladming. Comment tu expliques justement cette explosion alors ? Je présume que le travail paie. J'ai toujours cru en mes capacités et j'ai toujours cru en cette idée que je pouvais peut-être un jour atteindre le sommet de mon sport, malgré les maigres chances d'y arriver. Et puis, évidemment, l'an dernier, ces dernières 5 années, j'ai beaucoup travaillé sur différents points qui étaient importants pour réussir en Coupe du Monde. Il faut savoir que, en général, dans une saison de Coupe du Monde en slalom, on a environ 10 à 12 courses par année, ce qui est en soi peu. Et du coup, la constance paie dans ce genre de sport. Dans mon passé, j'avais souvent beaucoup trop d'échecs dans mes saisons d'hiver et du coup, les points n'étaient pas suffisants pour aller chercher les dossards les plus bas. Et donc, j'ai travaillé sur cette constance. J'y ai placé un peu toutes mes pièces pour essayer de marquer des points à chaque course, ce qui est vraiment pas facile. Il faut savoir que les courses sont toutes très différentes, on n'a jamais les mêmes tracés, et on est en compétition contre les meilleurs skieurs de la planète, donc de skier à 80%, c'est juste pas possible. Et puis l'an dernier, j'ai été pour la première fois qualifié à un des grands événements du ski alpin, c'est-à-dire au championnat du monde, parce que jusque-là, j'ai toujours été un peu j'ai été le 5e, c'est-à-dire que par discipline, au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques, il n'y a que 4 places par discipline. Et je me suis retrouvé 3, 4, 5 fois comme remplaçant aux Jeux Olympiques ou aux championnats du monde, et j'ai jamais pu participer à un de ces événements. Et l'an dernier, c'était pour moi la première fois que je pouvais justement participer à ce grand événement qui était les championnats du monde de ski à Courchevel.
Et probablement que ça a eu aussi un effet de déclic, entre guillemets, de savoir que j'avais enfin pu faire ma place dans ce monde-là en tant que Suisse. 4 places, c'est peu, hein, surtout dans un pays où le sport, le ski alpin est un sport quand même important. Et du coup, ces championnats du monde m'ont permis de me libérer, entre guillemets. Ça s'est vu au final, et puis ça s'est vu tout au long de ce début de saison. Ouais, c'était plus le déclic Courchevel que Soldeu alors. Je pense que oui, comme je disais, on se bat toute une vie pour pouvoir atteindre certains de ces objectifs. Pour moi, les championnats du monde, ça en était un. Et puis de finalement réussir à faire ma place et à prouver non seulement à moi, mais aux autres aussi bien que cette place, elle était pour moi. Ça a été extrêmement important et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, puis tu parlais de la densité avant dans le niveau en général dans le slalom, mais surtout la densité en Suisse. C'est que toi, tu dis que t'étais toujours le 5e, mais quand on sait les 4 qui étaient devant toi, c'est 4 phénomènes aussi. Donc le niveau, il est exceptionnel. Absolument, absolument. Ouais, si on court pour un pays comme l'Azerbaïdjan, c'est clair qu'on peut toujours avoir sa place aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques de ski alpin. En Suisse, c'est une autre histoire. Mes coéquipiers sont tous des superstars du slalom, multiples vainqueurs en Coupe du Monde, champions olympiques, vice-champions olympiques. Et du coup, de pouvoir attraper une de ces 4 places, c'était un exploit, entre guillemets, pour moi. Comme je disais, la constance est extrêmement importante dans notre sport, de réussir à amener des résultats tout au long de la saison et pouvoir attraper, non pas par chance, mais par travail, cette 4e place, c'était un grand moment. Puis tu nous as parlé de 2015, hein, enfin quand tu avais 15 ans, pardon, où tu as failli tout arrêter. Il y a une autre année aussi où tu as failli tout arrêter, puis c'était aussi une année charnière pour toi, c'est 2020, hein, parce qu'avant tu avais fait 2 saisons, 2017-2018, avec 10 courses en résultat, l'année d'après 7 courses en résultat. Comment tu as réussi à traverser ça et puis à te dire, voilà, en 2020, j'ai envie de tout arrêter une nouvelle fois, voilà, je me remets sur mes skis, puis je reprends ma carrière. Bien, en réalité, au terme de... Je crois que c'était la saison 2018. J'ai eu une saison absolument horrible où justement rien n'allait dans mon sens. J'avais l'impression de vivre avec un nuage noir au-dessus de la tête, de la malchance. Je me trouvais plus sur les skis et j'avais perdu la notion de plaisir qui pour moi est fondamentale dans la pratique de mon sport. Et du coup, je m'étais donné comme objectif de simplement refaire une saison. Ne pas mettre un terme à ma carrière après une saison si négative. Je ne voulais pas enterrer tout le travail qui avait été fourni et y mettre un terme sur une touche négative. Donc je m'étais donné comme objectif de simplement me relancer et me battre une saison supplémentaire, même si j'avais au final pas grand-chose derrière moi sur quoi reconstruire. C'était difficile de se lever tous les matins et d'aller s'entraîner en sachant que potentiellement... eh bien, ça n'irait pas nécessairement mieux, mais simplement le fait de m'être redonné cette année, ça a tout changé. Parce qu'au terme de cette dernière année, 2019, je crois que c'était 2019, hein, il y a eu le Covid, oui, c'est juste. Oui, le Covid, ouais. Le Covid est arrivé et du coup, ma saison a été tranchée à nouveau. Et je me suis dit, c'est juste pas possible de mettre un terme à ma carrière avec une saison qui n'arrive pas au bout, de pas pouvoir faire mes adieux au championnat suisse au terme de cette saison, c'était pas une option. Et donc, malheureusement pour moi à ce moment-là, et en réalité ça a été une chance, j'ai dû me relancer sur une saison supplémentaire en me disant, tu sais quoi, vu que j'ai pas pu faire mes adieux correctement, je me relance dans une saison supplémentaire. Et pendant cette saison-là, j'ai eu un espèce de déclic, c'est-à-dire que j'avais accepté un peu mon destin, j'avais accepté de perdre ma carrière, et ça m'a permis de retrouver les notions de plaisir, et j'ai retrouvé ce feu en moi pendant cette saison-là. En fait, c'était comme une saison bonus pour toi, qui au final, c'est devenu comme une saison déclic. Au final. Absolument. Un second souffle un peu. Un second souffle. Mais comme je disais, et je crois que je le dis dans le documentaire, le jour où j'ai accepté de perdre ma carrière, j'ai gagné ma nouvelle vie. Et ça décrit bien cette période-là, justement, où j'ai simplement... J'étais à un point où je savais que j'allais tout perdre. Que j'allais devoir me reconstruire et faire autre chose et tourner la page.
Et le fait d'avoir accepté ce terme, cette fin pour moi, ça a été un nouveau feu qui a grandi en moi. Et c'est bien juste pour te reconstruire. Tu as été faire des courses en Asie, je crois bien. Ouais, c'est juste. C'était pendant une période blanche. Je crois que c'était pendant les championnats du monde. Justement, cette année-là, j'étais loin de m'y qualifier parce que justement, j'avais pas terminé une seule course jusque-là, je crois, en Coupe du Monde. Donc, c'était une catastrophe. J'ai été faire des courses en Asie pour me changer un peu les idées. J'ai été aussi en Australie pour chercher des départs et puis simplement juste essayer de changer la tendance. Mais c'est pas là où ça a vraiment changé le jeu. C'était un peu plus tard, justement, pendant un été où, comme je disais, j'avais rien, j'avais un terrain vague derrière moi, j'avais pas de résultats sur lesquels m'appuyer, pas de joie, et de me battre tous les jours en me disant, tiens, tu sais quoi, de toute façon, j'ai plus ou moins perdu ce dont j'ai pu vivre. Enfin, j'ai perdu cet objectif de vie, je l'abandonne, j'ai une nouvelle vie devant moi qui m'attend. Et bien ça m'a permis de passer l'épaule et de juste crocher. Et puis on l'a dit avant, le chiffre 7, un chiffre... porte bonheur pour toi, mais également un peu négatif, parce qu'on a dit 7 blessures. Comment tu t'es relevé à chaque fois de ces blessures? Est-ce que tu t'es dit, parce que souvent on se dit une blessure c'est aussi un apprentissage, est-ce que tu t'es dit ça, et puis comment tu as fait pour remonter à chaque fois? Le ski alpin, c'est un sport à risque. C'est un sport à risque. Il faut savoir que si on n'accepte pas le fait qu'on puisse risquer de se blesser et de se faire grièvement mal, on peut simplement pas pratiquer ce sport. Ça, je le savais depuis le début. Et puis évidemment, j'ai toujours eu un style de ski qui était peu conventionnel, mais potentiellement qui me poussait vers certaines fautes qui m'ont causé des graves blessures. J'estime aujourd'hui que sans ces blessures-là, je ne serais jamais arrivé à mon meilleur niveau. Ça peut paraître cucu, mais malgré tout, c'est très juste de savoir que, au fait, on apprend quand même nettement plus dans l'échec que dans la réussite. Et pour moi, ces expériences, même si elles ont été dramatiques et douloureuses, elles m'ont apporté tellement plus dans ma carrière. Et je m'en sers de manière quotidienne. Ça, tu te le dis maintenant, parce que j'imagine sur le coup, ça doit être terrible. Quand tu t'enchaînes, je sais pas, t'es à la 5-6e, tu te dis, non, c'est pas possible, t'as l'impression qu'il y a le sort qui s'acharne sur toi. Un petit peu, et puis ce qui est très dur, c'est de simplement devoir rester à la maison lorsqu'on voit ses collègues, ses coéquipiers avancer dans leur carrière, mes autres copains qui avançaient dans leur carrière professionnelle non sportive, et de se dire, est-ce que ça vaut la peine de faire tous ces sacrifices pour potentiellement le payer au terme de cette carrière. C'est clair, c'est des moments très compliqués et c'est des choix importants qui sont imposés à des garçons qui sont jeunes. Je veux dire, moi, ces différentes blessures, elles sont arrivées relativement tôt dans ma carrière. Et au fait, on apprend ou on t'impose à grandir très vite et à faire des choix importants, très très importants, très tôt. Et ces choix, j'ai été confronté à ces choix plusieurs fois. Je dois dire que les blessures qui m'ont le plus coûté, mais qui m'ont le plus enseigné, c'était un peu plus tard. C'était, sauf erreur, à l'âge de 23 ans, j'ai été opéré 2 fois du genou. Cette blessure était décisive parce qu'évidemment, c'était un moment où j'étais sur le point de passer le cap en Coupe du Monde. Mais d'autre part, on se dit, tiens, si j'arrive pas à skier à nouveau à mon plus haut niveau au terme de cette rééducation, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais perdu mon temps sur ma carrière future professionnelle, j'aurais pas gagné grand-chose dans ma carrière sportive. Et du coup, ces choix m'ont permis de devenir un peu plus têtu encore et de travailler dur pour atteindre mes objectifs. Alors on l'a dit, tu enchaînes les performances cette année, tu es 9e du classement de la Coupe du Monde de slalom. Maintenant, qu'est-ce qui marche, qui ne marchait pas avant? C'est plus au niveau du physique, au niveau du mental, au niveau de l'équipement? Je crois que c'est un ensemble. D'un point de vue du matériel, aujourd'hui je suis très au clair, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur le matériel ces 5 dernières années.
Mais malheureusement, avec mes antécédents et ces différentes blessures, c'était difficile de développer ce matériel parce que dans des journées d'entraînement, si on veut tester des nouveaux skis sur toutes les différentes conditions, il faut skier beaucoup et skier beaucoup, je ne pouvais simplement pas à cause de mon dos. Donc sur une journée d'entraînement, je pouvais skier jusqu'à 3-4 manches grand maximum et puis prendre 2 jours de repos derrière. Du coup, pour tester du matériel et développer du matériel, c'est très compliqué. Aujourd'hui, j'ai des setups qui fonctionnent et au départ d'une course, j'ai la certitude que ce setup va fonctionner. Au départ d'une course de Coupe du Monde, on s'élance sur une piste qui est verglacée. On a 50 secondes d'effort à plus de 100%. On se bat contre les meilleurs skieurs de la planète. Donc si on part un peu hésitant et se dire je vais juste sentir un peu comment le matériel réagit à la première ou deuxième porte, c'est déjà terminé. Et du coup, d'avoir la certitude que le matériel va fonctionner, ça a été un point très très important. Ensuite, d'un point de vue mental, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu certains déclics qui ont eu lieu, surtout l'an dernier, dans la saison où j'ai commencé à réaliser que le travail fourni et la ligne que j'avais choisie était la bonne. Ça m'a donné beaucoup de sérénité. La maturité aussi, il faut savoir qu'il y a des garçons qui arrivent à maturité très tôt, d'autres un peu plus tard. Moi, j'ai appris énormément de mes différentes blessures et du moment où j'ai réussi à connecter un peu tous les points dans ma tête, ça a commencé à marcher. Et puis, le point de vue physique aussi, aujourd'hui j'ai 31 ans, j'ai eu de graves blessures, mais je retrouve au fait ma meilleure forme. Mon dos va nettement mieux, donc je peux skier beaucoup plus. Je peux tester beaucoup plus et du coup toutes ces étoiles se sont un peu alignées pendant cet été, ce qui m'a permis de trouver cette constance en Coupe du Monde et d'amener des résultats constamment à l'arrivée. C'est vrai que tu parlais de sérénité et de maturité. Pour moi, c'est vraiment les deux mots du début de l'interview là, qui me viennent. Et tu disais que tu as eu des déclics, que tu t'es dit que voilà, tu n'avais plus rien à perdre après l'année Covid quand tu as recommencé la saison. Est-ce que tout ce changement mental, tu l'as fait seul ou est-ce que tu as eu une préparation mentale spécifique ? Alors, je te corrige sur un point qui pour moi est très important, que les gens ne comprennent pas tout à fait. En réalité, c'est pas que j'avais plus rien à perdre, au contraire, j'avais tout à perdre. C'est-à-dire que j'avais ma carrière à perdre. On parle de pression, je veux dire, on est constamment sous pression en Coupe du Monde, que ce soit d'un point de vue des médias, d'un point de vue de notre fédération, on doit constamment ramener des résultats, maintenir cette place en Coupe du Monde. Et puis la position dans laquelle je me suis trouvé, c'était justement au contraire. C'est pas que j'avais rien à perdre, c'est que j'avais absolument tout à perdre. Donc j'avais le dos contre le mur. D'être, j'en sais rien, en tête d'une première manche de Coupe du Monde, pour moi, c'est pas une pression. La vraie pression, c'est d'être au départ d'une Coupe du Monde et de savoir que si tu n'arrives pas au terme de ta course, potentiellement, tu ne seras pas au départ de la prochaine Coupe du Monde. Du coup, tu auras perdu tout ce dont tu as travaillé pendant toute ta vie au terme de cette course. Et pour moi, ça, c'est une vraie pression. Donc, la position dans laquelle je me trouve actuellement, c'est plus la même chose. C'est très facile. Les gens s'attendent à ce que tu performes. Et pour moi, ça, c'est une pression positive. D'être le dos contre le mur, potentiellement devoir mettre un terme à ta carrière parce que tu n'as pas suffisamment performé, ça, c'est des vraies pressions. Et je suis très fier d'avoir réussi justement à maintenir ma carrière et pouvoir continuer mon chemin de cette manière, disons. Et par rapport à la préparation mentale, du coup, tu as eu seul ce déclic ou bien est-ce que tu as eu besoin d'une aide externe ? Alors, la préparation mentale est extrêmement importante, surtout dans un sport comme le nôtre, où justement, comme je disais, on a plus ou moins 10 ou 12 courses par année. Ça fait un cumul de 20 minutes d'effort, si tout va bien. Du coup, on doit être prêt à un moment, au départ, qu'on ne choisit pas, contrairement à certains sports. C'est-à-dire que moi, au moment où on me dit de partir, je dois partir. À ce moment-là, je dois être la meilleure version de moi-même. Et c'est très difficile à faire quand on prend en compte, comme je disais tout à l'heure, la télé, les médias, les sponsors, l'attente de ton entourage, de tes entraîneurs, la pression que tu te mets à toi-même aussi. J'en ai parlé tout à l'heure, l'aspect de la maturité a été pour moi
un point extrêmement important. Certains de mes coéquipiers travaillent avec des préparateurs mentaux, avec des psychologues du sport. Pendant toute ma carrière, j'en ai cherché un. J'ai vu beaucoup de monde, mais j'ai jamais trouvé quelqu'un qui réellement me convenait pleinement. C'est très personnel, c'est très difficile de s'ouvrir auprès de quelqu'un, de partager ses doutes et ses peurs de manière parfaitement transparente. Et du coup, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui vraiment me convenait ou avec qui j'étais capable de pouvoir m'ouvrir pleinement. Et il y a 3 ans, pardon, j'ai découvert au travers de ma copine un psychologue qui pratique l'hypnose. Et ce monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Prahin, qui aujourd'hui est à la retraite, m'a ouvert les yeux sur différents points au travers de l'hypnose. Il faut savoir que l'hypnose, c'est pas le pendule de l'horloge qu'on te met devant les yeux. Voilà. L'hypnose, c'est le fait de simplement parler et de casser certaines connexions qui se passent dans ton cerveau pour pas revenir sur les mêmes cheminements qui peuvent être négatifs. C'est-à-dire que ton inconscient, j'en sais rien, si on prend une grave blessure sur une piste, eh bien, ça c'est un de mes exemples par exemple. Le fait d'arriver sur cette piste sur laquelle je m'étais blessé, où j'avais vécu un moment traumatique, inconsciemment, mon corps ne répondait plus. C'est-à-dire que c'était pour moi impossible de performer à mon meilleur niveau à cet endroit-là, sans réellement savoir pourquoi. Et le fait de casser ces cheminements de protection, entre guillemets, du subconscient, m'ont permis de me libérer. Et du coup, Jean-Jacques, ce psychologue, m'a énormément aidé pour justement couper ces connexions inconscientes chez moi qui me protégeaient, entre guillemets, mais qui ne me faisaient pas du bien d'un point de vue de la performance. Donc tu pratiquais l'imagerie mentale, tu te visualisais sur cette course, gagner, finir déjà j'imagine, ça va par étapes. Au début, tu finis déjà la course en étant fier de toi. Enfin, il y a tout un cheminement qui doit être hyper long. La visualisation est un point extrêmement important dans notre sport. On voit souvent au départ des courses tous les athlètes qui se répètent les tracés dans la tête parce qu'évidemment, on n'a qu'une seule chance en slalom. On fait une reconnaissance, pas à pleine vitesse, donc on dérape le long de la piste. On essaie de s'imaginer comment est-ce qu'on va pouvoir passer dans ce tracé le plus rapidement possible. Et du coup, au départ de la course, on doit être capable de prendre le départ et de skier comme si on l'avait déjà skié une quinzaine de fois. C'est-à-dire qu'on doit essayer de faire une manche parfaite même si on ne l'a jamais faite. Et donc la visualisation permet au cerveau de créer des connexions par le corps et de créer ces automatismes. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas pendant une manche de slalom. On doit laisser le subconscient agir et puis laisser le corps s'exprimer. Si on se met à réfléchir, c'est déjà trop tard et la faute arrive. Et du coup, on doit être capable de déconnecter le cerveau et de laisser le corps s'exprimer. Et la visualisation permet de le faire. Et avant les courses, quand vous arrivez dans le portillon, c'est vraiment ça que toi tu fais justement pour te mettre dans la bulle aussi. Est-ce que ça t'aide aussi de visualiser la course, puis ça te permet aussi d'éviter un peu le stress que tu as dit avant, les médias, le résultat, etc. Il y a plein de distractions. Il y a évidemment les médias, il y a les caméras qui sont en train de te filmer juste devant ton visage alors que tu es en train d'essayer de te concentrer. Tu entends le public, tu entends le speaker qui hurle de joie parce qu'un Autrichien vient de passer l'arrivée avec le meilleur temps. Donc c'est clair que c'est très très difficile de se concentrer. Chacun a un peu ses différentes techniques. Pour ma part, je chasse un peu mon entourage, c'est-à-dire que je rentre réellement dans ma bulle et je me concentre sur certains mots-clés qui me parlent et qui me permettent de rentrer dans cette zone. Ces différents mots-clés, c'est en général des intentions ou des mots qui me permettent de ressentir quelque chose dans mon corps qui me pousse dans cette zone-là. Et soudainement, on devient sourd. On ne voit plus rien autour de nous. On a le parcours face à nous. Lorsque je suis face à ce portillon, j'ai plus mon serviceman et mes entraîneurs derrière moi. Il n'y a plus un starter qui me... D'ailleurs, pas un exemple amusant, au départ d'une Coupe du Monde, la majeure partie des starters, ceux qui ferment le portillon, c'est souvent le même.
je vous lance le challenge de demander à un skieur de Coupe du Monde et de lui montrer la photo du starter. Il n'y en a pas un seul qui va le reconnaître. Ah, c'est tout le temps le même. Il n'y a pas un athlète de Coupe du Monde qui va reconnaître le starter, alors que c'est souvent le même. Ouais. Vous êtes en état de transe en fait. Absolument. C'est vraiment un état de transe. Et qu'on a vu des fois, Teddy Hauser même il gueule devant la piste, quoi, donc c'est... Voilà, c'est sa manière de bloquer. Ouais, c'est juste, mais c'est sa manière de bloquer c'est les idées négatives ou de bloquer ce son, parce que je veux dire, on est au départ de Schladming, il y a 40 000 personnes qui sont en train de gueuler avec des fumigènes. C'est dur de penser à soi et pas de penser au reste, tu vois. Lui, sa technique, c'est de crier comme un veau au départ. Moi, je le fais d'une autre manière, mais chacun a ses techniques, effectivement. Et puis, est-ce qu'il y a un peu d'intox entre les coureurs, genre vous regardez ou comme ça, parce que nous, on vient du milieu de la natation, puis on a souvent ça aussi juste avant de monter sur le plot, où il y a des coureurs qui se regardent, des nageurs qui se regardent, et puis celui qui lâche le regard, il perd la course techniquement. Mais est-ce qu'il y a un peu ça aussi au niveau du ski? Absolument. Les jeux mentaux font pleinement partie de notre sport. Après, ça reste très fair-play. Et ça, on voit pas ça à la télé, par exemple. On voit pas et on voit peu. C'est-à-dire que lorsqu'on est au départ d'une Coupe du Monde déjà, on entend les mouches voler, on sent vraiment la tension qui monte. Les athlètes prennent tous la place. On est tous en train de se gonfler de cette énergie pour pouvoir repousser les autres. C'est une bulle monstrueuse de testostérone. Et une chose particulière qu'on ne sait pas nécessairement, le ski alpin est un sport individuel, mais qui se pratique par équipe. C'est-à-dire que moi, je vis toute l'année avec mes coéquipiers et je m'entraîne, je mange, je déjeune avec eux, je dors avec eux. Mais au départ d'une course, c'est mes concurrents, non ? Mais du coup, qu'est-ce qu'on leur dit à ces coéquipiers ? Est-ce qu'on leur partage nos doutes ? Est-ce qu'on leur partage nos... C'est difficile, hein, parce qu'évidemment, si potentiellement un des athlètes te dit mais tiens, aujourd'hui je me sens stressé, j'ai les jambes lourdes, potentiellement l'autre va se nourrir de cette incertitude et se dire tiens, il y en a un de moins à battre parce qu'il y en a un qui a les jambes lourdes. Donc comment est-ce qu'on interagit avec ces athlètes, les coéquipiers ou les concurrents d'autres nations? Comme je disais, il y a certains qui cachent leur jeu, qui disent je me sens fatigué ou aujourd'hui ça va pas aller du tout. En réalité, à l'interne, le discours est totalement différent. Et d'autres se gonflent et ont l'air absolument inébranlables. Et en réalité, ce qui se passe dans leur tête, c'est le chaos. Et tu as vu une différence de regard par rapport à tes concurrents surtout depuis l'année passée, depuis que tu as eu tes super résultats? Certainement par rapport... C'est dur à dire. Bon, les gens analysent nettement plus mes vidéos, ça c'est certain. Donc ils me regardent beaucoup plus skier, ils regardent ce que j'utilise comme matériel aussi. Il faut savoir que l'espionnage industriel est très important dans notre sport. Les différentes marques se battent pour sortir des nouveaux skis qui vont permettre à leurs athlètes d'avoir un avantage supplémentaire au départ d'une course. Soudainement, il y a une marque qui sort un nouveau ski, un nouveau modèle, qui leur permet de gagner 2 dixièmes sur une manche, c'est énorme. Et comme par miracle, 2 mois plus tard, on retrouve un ski d'une autre marque qui a absolument exactement la même forme, les mêmes... Et c'est pas un hasard. On s'espionne, on regarde ce que les autres font et puis on essaie de s'en inspirer, ça c'est certain. Mais ça doit donner un peu de la confiance, non ? Quand tu te dis genre je me sens l'année passée par exemple, où il y a 2 ans on me calculait pas, puis là je vois mes concurrents qui me regardent et qui analysent tout, ça doit faire absolument plaisir, non, c'est clair. Mais que ce soit mes concurrents ou les médias, c'est-à-dire que cette année c'est clair que j'ai eu une attention nettement plus forte que ces dernières années. Mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas une pression négative, c'est au contraire une énergie positive de savoir que les gens s'attendent à ce que tu performes, c'est que du bonus. C'est le contraire qui est plus difficile lorsque les gens se disent de toute façon, il va pas arriver à l'arrivée, il va pas arriver au terme de sa course. Là, c'est autre chose. Et puis, moi, j'ai une question à chaque fois qui me turlupine quand je vois les skieurs, c'est que vous êtes toujours en vadrouille, quoi. T'es chez toi combien de fois par année, puis combien de jours par année t'es à l'étranger, alors ? Aujourd'hui, je suis en route plus ou moins 200 à 250 jours par année, ce qui est beaucoup. Il y a quelques années, c'était plus encore, c'est-à-dire que pendant l'été, pendant la préparation, la saison de préparation physique, j'étais beaucoup à Macolin aussi, donc j'étais encore moins à la maison.
Aujourd'hui, ma préparation physique, je la fais à la maison. Je profite d'être chez moi, de passer du temps avec ma famille, avec ma copine. C'est clair que ces moments-là sont rares pendant l'année. Mais c'est un sport comme ça. C'est un sport qu'on ne peut pas pratiquer à la maison. Lorsque je dois aller skier, je dois partir loin et haut. Contrairement au nageur qui, potentiellement, tous les matins, il peut aller dans le bassin à 6h du matin. C'est clair que c'est des horaires compliqués aussi. Mais par contre, il peut le faire chez lui. Moi, je peux pas le faire chez moi, donc je dois voyager beaucoup plus. Et la préparation estivale, c'est une période que tu affectionnes ou pas forcément? Tu te dis vivement que ça commence? Ça dépend. Ça dépend. En général, quand on est en plein dedans, on se réjouit de skier. Et quand on arrive au terme d'une saison de ski, on veut plus voir la neige. Donc, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ouais. Mais non, c'est une période que j'apprécie. Évidemment, le chaud, le fait d'être à la maison, de pouvoir jouer au golf aussi, c'est des moments chouettes. Et puis, lorsque l'hiver arrive, on est impatient de pouvoir à nouveau se confronter et puis courir. On se prépare toute l'année pour courir à ces courses de Coupe du Monde. Donc évidemment, on est content lorsque les premières courses arrivent. Non, si on dit un petit mot aussi sur l'équipe suisse. Voilà, on a dit qu'il y avait une grosse émulation, mais il y a l'air d'avoir aussi une bonne ambiance. Et d'ailleurs, il y a un de tes coéquipiers qui a un petit message pour toi. Salut Rocket, c'est Lucas. Ça fait bientôt 20 ans, je pense, qu'on se partage des chambres d'hôtel en camp d'entraînement et en course. Et du coup, je te connais quand même assez bien. Ce que je vais admirer avec toi, c'est que tu as toujours bossé. Je veux dire, tu as eu beaucoup de blessures aussi. Et tu as eu des saisons où tu n'étais pas souvent à l'arrivée. Et tu n'as vraiment jamais arrêté de t'entraîner ou de tout donner. Et je suis vraiment très content que finalement tes efforts ont fini par payer ces 2 dernières années. Et je pense que c'est tout ce que tu méritais. Et d'avoir un mec comme toi dans l'équipe, je pense que c'est vraiment cool parce qu'on peut compter sur toi à l'entraînement. Tu pousses l'équipe en avant. Et puis moi aussi, je pense que j'ai eu du succès grâce à toi. Mais du coup, il y a juste une chose que je comprends pas avec toi, Marc, c'est pourquoi tu ne mets pas de barre slalom sur ton casque. Je pense que ça te ferait du bien, vu qu'avec tes mains, souvent, tu loupes quand même le piquet, tu te prends les piquets dans la gueule, et après, t'as tes lèvres en sang. Et je pense que c'est pas bien, Marc. Donc, réfléchis à ça, et nous, on se voit lundi prochain à l'aéroport à Zurich. Allez, ciao, ciao. Voilà un petit mot de Lucas Erni, un champion du monde de Super Combiné en 2018. Et alors, pourquoi Marc, pas de protection alors déjà, je reviens sur les mots qui me touchent beaucoup de Lucas. Lucas, comme il le disait, nous on se connaît depuis maintenant plus ou moins 25 ans. C'est mon plus vieux coéquipier entre guillemets parce que on a commencé à skier ensemble à l'âge de 6 ans. Nos parents unissaient leurs forces pour pouvoir nous permettre de nous entraîner correctement. Et du coup, on avait la chance de pouvoir déjà se battre à cet âge-là. Aujourd'hui, on est ensemble en Coupe du Monde, dans la même équipe, dans la même discipline, et c'est extraordinaire comme histoire. Maintenant, la question de la barre. Évidemment, il se fout de moi. Vous pouvez voir que ma lèvre supérieure est bleue aujourd'hui. C'est vrai, parce que lors de la course de Bansko, la dernière course de Coupe du Monde, la visibilité était très très mauvaise. Et à la 4e porte, je me suis pris une sprayée d'eau dans le visage. J'ai plus rien vu et je me suis pris le piquet sur la lèvre. Je porte toujours un protège-dents, donc mes dents sont intactes, mais ma lèvre a souffert un peu. Le pourquoi je porte pas de barre, c'est une bonne question. À l'époque, à l'âge de 14 ou 13 ans, j'avais un sponsor de casque qui avait une mentonnière, c'est-à-dire la protection qui va passer devant le visage, qui était relativement grosse. Et cette mentonnière, elle me coupait un peu le champ de vision. C'est-à-dire que j'avais un point de focus beaucoup trop proche et du coup, je ne voyais pas bien devant moi. Et du coup, j'ai arrêté de porter cette barre et puis c'est resté comme ça. Par chance, j'ai jamais eu trop d'accidents. Évidemment, Lucas revient sur cet incident de ce week-end. Ski neige, je vous rassure, pas fréquent du tout. On est beaucoup en Coupe du Monde à ne pas skier avec cette mentonnière et c'est pour cette raison-là, c'est pour éviter que le champ de vision soit altéré. Certains, ça les dérange pas, comme Lucas d'ailleurs. Mais ça les empêche pas de se prendre des piquets aussi dans le visage parce que le piquet peut passer sous la mentonnière et créer des dégâts encore plus violents à cause de la mentonnière. Ok.
Et puis dans cette équipe suisse, voilà, on a entendu Luca, c'est j'imagine c'est ton meilleur pote, hein, et puis il y a plein de romans, et puis voilà, si on parle un mot de cette équipe, on sait le palmarès, hein, il y a une forte émulation, vous êtes une des meilleures nations, mais est-ce qu'il y en a qui est, je sais pas, est-ce qu'il y a un peu des rôles, parce que dans tous les groupes il y a un peu des rôles, il y a toujours le genre l'intello, le gars un peu plus chelou, le gars le plus drôle, c'est quoi un peu les rôles de chacun? Alors, Lucas, c'est définitivement c'est le pitre entre guillemets. Il aime bien faire rire les autres et il se nourrit aussi de la bonne humeur des autres. Donc Lucas, c'est un mec toujours souriant, mais c'est un grand bosseur aussi. Daniel, c'est Daniel, comment le décrire au mieux? Alors pour Daniel, jamais rien n'est clair. C'est un peu l'avocat du diable, Daniel. Au travers de tous les différents arguments qu'on va avoir, il va toujours essayer d'aller plus profondément dans l'argument et puis chercher des failles dans l'argument de chacun. Loïc Meillard, c'est un très sérieux, mais en réalité, lorsqu'on le travaille un petit peu, il se libère. On a de la peine à croire que Loïc puisse comment dire, au sein de notre équipe, évidemment, comme je disais tout à l'heure, on vit tout le temps ensemble et du coup ce qu'on fait, c'est qu'on se fait toujours des blagues les uns aux autres en chambre ouais. ou j'en sais rien, à l'entraînement. Je vais vous utiliser un exemple. Il y a 3-4 ans, on était en entraînement à Assasfait. On était dans des appartements et puis notre physiothérapeute était dans un bâtiment qui était en face d'une autre. Donc j'ai laissé mon sac au terme de ma journée d'entraînement, j'ai laissé mon sac de ski au pied de son immeuble, j'étais faire ma séance de physiothérapie, puis j'ai récupéré mon sac et je me suis dit mais putain c'est pas possible, elle a tellement réduit mon tonus musculaire que j'arrive plus à soulever mon sac. Et après, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai ouvert mon sac, j'ai regardé dedans, rien du tout. Je me suis dit, c'est bizarre. J'arrive en chambre, je sors mes affaires, je trouve un caillou de 10 kilos au fond de mon sac. Mes coéquipiers m'avaient mis ce caillou dans mon sac. Et du coup, pour me venger, j'avais inversé les semelles internes des chaussons de Luca. Et j'avais mis des œufs dans le sac à dos de Daniel. Le lendemain matin, Luca monte sur les skis et il se dit mais putain, je sens rien dans mes pieds. Il n'arrivait pas à skier. Il a dit aux entraîneurs écoutez, moi aujourd'hui ça va pas du tout, je redescends. Et en réalité, il n'avait pas remarqué que ses semelles étaient inversées. Et pour les œufs de Daniel, ils sont restés dans son sac jusqu'à là, on était en août. Ces œufs sont restés dans son sac jusqu'en septembre. Donc il a dû évidemment changer d'eau. Donc voilà, nous on se fait on appelle ça des sales coups entre guillemets entre nous. Et Loïc, on le pousse à justement aller à s'ouvrir et en faire effectivement. Donc voilà l'équipe. Donc toi t'es aussi un trublion alors de l'équipe alors. Ah, un petit peu, ouais. Non, moi aussi, comme Luca, je trouve que l'aspect de l'humour et du sourire est tellement important au sein d'une équipe. Donc j'en fais évidemment ma mission numéro 1 de pouvoir maintenir cette ambiance qui est si importante pour la performance de l'équipe dans son ensemble. Bon bah merci pour tes réponses puis ces anecdotes, hein. C'est très marrant. Tu connais certainement l'après-ski. Bien nous, on a l'après-carbone avec une partie plus déconne avec le tu préfères. Ça, je pense que vous jouez des fois en équipe suisse, hein, le tu préfères. Absolument. Donc on va te poser des questions, hein, puis on a anticipé tes réponses. Et celui qui a le plus de fois juste marque un point dans notre challenge qu'on a tout au fil de la saison. C'est le challenge Osim qui a été préparé par Nico. Alors je te laisse dire quelques mots. Ouais, les auditeurs connaissent déjà, mais le principe c'est de partir depuis Montreux pour nager jusqu'à Villeneuve. Donc là, il y a, je crois, 3 km de natation. Ensuite, on sort à Villeneuve, on prend le vélo, on roule jusqu'à au pied de la Haute-Cime, je ne sens plus du bled, il y a environ 40 km de vélo. Et là, on pose les vélos et on grimpe jusqu'à la Haute-Cime. Là, il y a 10 km, 10 km pour plus de 2000 mètres de dénivelé. Et donc, ce sera un triathlon de l'extrême avec départ Montreux, arrivée Haute-Cime. Voilà, et puis c'est le perdant qui devra faire ça. Ok. Et puis justement, nous on cherche des gens, puis on propose à tous les invités. Donc si jamais toi tu veux faire ça, ça peut faire une bonne préparation hivernale. Je sais pas quelle partie tu vois. Peut-être le vélo comme ça. Je risque de me noyer ou de me planter à vélo, c'est certain. Vélo ou course, mais en tout cas, on t'accueille volontiers. Puis pour l'instant, c'est moi qui m'y colle, puisque je perds 6-5. C'est Nico qui mène le bal, mais rien n'est joué. Alors on va commencer, si tu préfères, puis je commence pour une fois. Vas-y. Alors je commence direct à une question compliquée. Tu préfères te qualifier au JO 2026, mais tu fais pas de podium au Coupe du Monde, hein, que tu recherches, hein, tu es à 2 doigts de faire, hein, avec 2 quatrièmes places, ou bien alors tu fais un podium en CDM mais pas de JO. Alors, clairement, un podium en Coupe du Monde.
Les JO, c'est clair que c'est un objectif de vie et d'y participer, ça serait extraordinaire. Mais pour moi, de monter sur un podium de Coupe du Monde, c'est beaucoup plus difficile que de monter sur un podium des Jeux Olympiques. Et j'explique pourquoi. Au départ des Jeux Olympiques, comme je disais tout à l'heure, il y a 4 places par nation par discipline. Ce qui veut dire que dans des grandes équipes comme la nôtre, par exemple, il y a 4 ou 5 athlètes qui doivent rester à la maison et qui ne peuvent pas y participer. Et du coup, une grande partie des athlètes qui potentiellement pourraient gagner la course ne peuvent pas y participer. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de gagner en Coupe du Monde lorsque tout le monde est là que de gagner des Jeux Olympiques lorsque la moitié des athlètes n'y sont pas. Ok, j'avais mis aussi podium en Coupe du Monde. Donc ça fait un point pour moi. Ouais. Super. Est-ce que tu préfères gagner le petit globe de cristal de la discipline, donc slalom, sans avoir fait de podium, ou gagner le slalom de Kitzbühel, mais finir 10e du classement général à la fin de la saison? Waouh. Celle-là, elle est pas mal du tout. Celle-là, elle est waouh. Tu sais quoi, je vais dire le petit globe, parce que contrairement à la ligne que j'ai toujours suivie, la ligne de l'exploit, de la manche parfaite, il y a 10 ans, je vous aurais dit Kitzbühel sans aucune hésitation. Mais aujourd'hui, de pouvoir gagner le petit globe de slalom, je réalise que c'est tellement plus difficile parce qu'on doit toujours être à l'arrivée et de faire ça en Coupe du Monde, c'est extrêmement difficile. Donc, petit globe. C'est ce que j'avais mis aussi. Il y a une telle densité aussi en Coupe du Monde, on a l'impression que les 30 premiers ils peuvent gagner. Quoi. Donc absolument, ouais. C'est fou. T'avais mis aussi ça? J'ai mis ça, ouais. Ok, c'est un partout alors. Alors moi, une un peu plus drôle, j'espère. Tu dois prendre la télécabine de retour avec soit Kristoffersen, soit Gudberami, mais attention, les deux ils viennent de rater leur course, ils sont assez vénères. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Malheureusement, j'ai déjà dû faire il y a de ça 3 jours à Bunsko, c'est-à-dire que Kristoffersen, qui venait de terminer 3e de la première manche, était outré que la course soit annulée. Évidemment, il avait des billes à perdre. Il faut savoir que la course, c'était simplement pas possible. Et c'était d'ailleurs une bonne nouvelle que la FIS ait tranché et pris la décision. Mais ouais, la descente depuis les pistes, juste pour vous faire comprendre, c'est 25 minutes de cabine. Et j'ai dû les faire avec Kristoffersen tout seul. Donc ouais, je crois que je vais m'y tenir à Kristoffersen. Peut-être pas en avoir deux dans mon palmarès. Moi j'ai mis Gudberami parce que je me suis dit peut-être que voilà tu arriveras à la calmer, je sais pas, alors pas de point pour moi. Et puis qu'est-ce que tu lui dis alors à Henrik Kristoffersen là pendant 25 minutes? Je l'ai pas trop taquiné parce qu'il faut savoir que Henrik, lorsqu'on l'énerve, il performe encore mieux. Donc ça, on en revient au jeu manteau. Il faut pas trop l'énerver le Kristoffersen parce que sinon il va gagner toutes les courses au terme de la saison. Donc je lui ai passé un peu la pommade. Question de calmer un peu le feu et puis de le battre à la prochaine course aux États-Unis. Parfait. Est-ce que tu préfères les pistes verglacées ou la piste molle qu'on a pu voir à Chamonix? Alors attention, nuance, ça c'est difficile parce que la piste molle, alors j'adore les neiges chaudes, j'ai toujours été très bon sur les neiges chaudes. Le problème c'est que la course de Chamonix, la différence de température était telle de la première manche à la deuxième que ça a fait une course qui n'était pas du tout fair entre guillemets. Malheureusement c'est un scénario qui se répète chaque année, c'est plus ou moins la même chose à Chamonix. Donc pour le coup, je préférerais clairement ce qui est sur une piste verglacée où la course est fair. Ok, c'est ce que j'aime aussi. Et comment tu peux expliquer que Loïc Meyer, qui est parti 25e, il a quand même réussi à finir, il a fait quoi, 2, non? Alors, ouais, il a terminé 2e. Comme je disais, évidemment, lorsque les conditions changent autant d'une manche à l'autre, le 30e aura un retard minime par rapport au premier. Et lorsque la deuxième manche débute, la piste se dégrade beaucoup plus vite et du coup le 30e qui avait seulement 2 secondes de retard, potentiellement il a un avantage de 3 secondes sur le premier, ce qui fait que c'est pas très fair. Par contre c'est pas impossible de rester devant, on l'a vu, Clément a terminé 3e, Loïc a terminé 2e en partant tout à la fin aussi. Le problème c'est qu'il faut que ce soit une manche vraiment parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'erreur. Il faut skier dans ce rail qui est mou, qui rend peu d'énergie, et du coup si ton timing n'est pas parfait à chaque virage, eh bien tu te prends directement une seconde sur un virage et puis la course est terminée. Donc c'est pas impossible, il faut simplement faire une manche extraordinaire et Loïc l'a faite. Donc ça fait 2-1 pour toi, hein. Ouais, 2-1 pour toi. Ouais. Alors on va rester dans l'après-ski, toi t'es plutôt bière ou vin?
Moi, je suis plutôt bière. Ouais, j'ai mis ça. Et puis, vu qu'on est dans le sujet, on a vu Odermatt, c'était où à Kitzbühel, hein, qui faisait la teuf. On a même vu on devait faire tomber la chemise. Ouais. C'est où pour toi le mieux pour l'après-ski, où il y a toujours un peu une fête incroyable? Alors nous, en général, en tant que slalomeur, on en a toujours 3. La première, c'est Madonna di Campiglio, parce que c'est la dernière course de décembre, c'est la dernière course avant la coupure de Noël, et du coup c'est le seul moment où on peut se permettre de se lâcher un petit peu. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est Schladming. Il y a ce bar mythique qui s'appelle le Téné, qui surplombe l'arrivée de la course, où les athlètes sont tous invités dans la zone VIP pour faire la fête au terme de la course. C'est toujours une grande soirée. Et puis les finales de Coupe du Monde, l'an dernier, on a terminé à Andorre. On avait notre vol le lendemain depuis Barcelone. Avec Daniel, on a fait nuit blanche au Pacha de Barcelone avant de prendre notre vol. Et ça, c'est toujours des belles soirées. Mais c'est marrant parce que vous êtes des athlètes professionnels et tout, puis quand on voit Odermatt faire la teuf comme ça, tu te dis jamais. Alors il faut savoir qu'Odermatt c'est un phénomène, ce garçon, parce que pour tenir son rythme, c'est juste pas possible. Il a le programme le plus chargé de toute la Coupe du Monde et il arrive encore à aller faire la fête et fêter ses victoires. C'est extraordinaire. Malheureusement, ce rythme-là, j'arriverai plus du tout à le suivre. Et je crois que mes coéquipiers diraient la même chose. C'est un phénomène. C'est la jeunesse aussi, tu penses? C'est la jeunesse, c'est la fougue, c'est génial. C'est le talent. C'est le talent. Il est talentueux sur les skis et sur le dance floor. Absolument, ouais. Ouais, puis c'est le talent, puis c'est la confiance. On a l'impression que rien ne l'ébranle en fait. Il est en haut de la piste. Enfin, c'est l'impression qu'on a de l'extérieur, tu vois. Mais c'est le cas. Ce garçon, bon, c'est un fêtard, mais c'est un gros bosseur. En fait, il a tout pour lui. Il a un talent extraordinaire, des pieds phénoménal. Il a l'expérience, même s'il est très jeune, il a l'expérience d'un cador. Et tout ça. Mis sur une feuille de papier, ça transmet son palmarès. C'est clair que de gagner tous les week-ends, ça te donne une confiance supplémentaire au départ de ta prochaine course. Quand le fait d'entendre ton hymne national ne te fait plus rien, ça montre un petit peu que effectivement c'est quand même extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Très intéressant. Et si je te dis, tu préfères avoir un chalet à Crans-Montana à 15 mètres du golf ou un chalet aussi à Crans-Montana où tu peux partir depuis la porte ski au pied? Ski au pied. Ski au pied parce que malheureusement, l'hiver, je peux pas jouer au golf. Et du coup, si je profite d'un chalet, je vais y profiter pour le ski et du coup de pouvoir partir depuis le chalet avec les skis au pied, c'est un luxe fantastique. Ok, moi je me disais golf parce que la saison est quand même un peu plus longue, quoique je pense que c'est un peu kiff-kiff en fait, depuis Crans-Montana peut-être. Alors la saison de golf est... Bonne question, à Crans-Montana, bonne question. Ma réponse est un peu biaisée parce que là, actuellement, on est à Épalinges et puis on est sur le trou numéro 14 du club de golf de Lausanne. Donc, le pied sur le golf, je l'ai déjà ici à Lausanne. Et du coup, le pied à ski, c'est ma réponse. Donc, tu es licencié ici à... Ouais, absolument. Je suis membre ici à Lausanne et j'habite sur le golf. Donc, l'été, c'est cool. Donc, ça fait 2-2. Est-ce que tu préfères gagner Adelboden ou Wengen? Adelboden. Ouais, j'ai mis ça aussi. Adelboden, parce que Adelboden, pour les slalomeurs, c'est une des toutes grandes courses. Wengen, c'est chouette aussi. Hein. C'est une piste en plus extrêmement technique. Je veux dire, celui qui gagne à Wengen, il démontre de loin être le meilleur skieur de la planète. Mais Wengen, ça reste un peu le bébé des descendeurs. Pour nous, slalomeurs, c'est certainement Adelboden ou Schladming qui sont les grandes courses. J'ai mis ça aussi. Est-ce que tu préfères ne plus boire de maté pendant 1 an ou ne plus mettre de casquette ou de bonnet pendant 1 an? Oula, ça fait pas mal. Hein. Ça fait pas mal. Réfléchis. Hein. Oh là là. Je crois que je vais choisir... Ouais, je crois que je vais quand même choisir la casquette. Yes, c'est ce que j'aimais aussi. Okay, ça fait trop du coup. Est-ce que avant une course...
vous avez des, je sais pas, vous prenez de la caféine ou bien quelque chose qui vous met encore plus dans cet état de transe. Nous, on sait, en tout cas, on pratique la course à pied. Certains sont assez, aiment bien prendre des gels avec de la caféine ou ce genre de choses. Est-ce que vous utilisez ce genre? Oui, absolument. On profite de tous les produits qui sont déjà pas listés et qui nous permettent de performer à notre meilleur niveau. La caféine, ça fait partie de ces produits qui améliorent les capacités motrices et puis cognitives. Donc la caféine, c'est un point important. Certains le prennent sous forme de café, d'autres sous forme de boissons sucrées. Moi, je bois du maté au départ avant toutes mes courses. Et puis voilà, donc ouais, caféine, caféine ou théine, c'est un point extrêmement important. Ouais. Dernière question pour moi. Alors, en jour de repos, comme cette semaine, t'es plutôt genre, alors je me lève au lever du soleil, petit thé détox, étirement, sieste, légumes et fruits à volonté, puis tu te couches à 18h, parce qu'il faut voilà, tu prends soin de ton corps. Ou bien t'es plutôt, grasse mat, gros brunch et gros goûter, et soirée pizza binge avec les potes, et puis je me repose sur le canapé. À une certaine époque, ça aurait été la pizza et puis la soirée avec les copains, mais aujourd'hui, c'est juste plus possible. Mon corps ne me le permet plus, et du coup, c'est repos. Entraînement physique, stretching, après des journées de voyage comme hier, je suis en miettes. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait plus ou moins 1 heure de mobilité ce matin. Je vais en refaire cet après-midi pour pouvoir espérer m'entraîner physiquement demain. Ok, bon, c'est pas de point pour moi parce que je me suis dit genre lui voilà c'est journée de récup, voilà il faut profiter, puis comme tu vois pas beaucoup tes potes ou ta famille, j'imagine, je me suis dit ça fait pas de point pour moi. Donc là ça fait 3-3, donc Nico tu peux marquer. Ouais, je vais enchaîner sur t'as dit 1 heure de mobilité. Moi j'ai beaucoup regardé les vidéos du slalom et puis je regarde de base aussi la descente et tout ça. On voit que la position de slalomeur est totalement différente par rapport à une descente. Par exemple, vous êtes très haut sur les appuis. Et la mobilité, j'imagine la mobilité de hanche, parce que vous avez un déhanché un peu, qui est hyper spécifique à votre sport. Donc tu peux en parler un peu plus par rapport à ça ? Alors, effectivement, les charges physiques ne sont pas du tout les mêmes, dépendant de chaque discipline. Le slalom, c'est des appuis extrêmement courts, extrêmement violents, avec une position bien sûr un peu plus haute, mais les charges sur les genoux et le dos sont extrêmes. Si on prend le géant ou les disciplines de vitesse, on a une posture beaucoup plus arrondie, ce qui n'est pas nécessairement mieux, dans le sens où il faut s'imaginer que dans un virage de géant, on va recevoir une charge de plus ou moins 200 kg sur les épaules. Imaginez-vous faire un squat de 200 kg avec le dos courbé, c'est pas très bon, et du coup c'est ce qui se passe dans un virage de géant ou de super G. En slalom, tu l'as très bien dit, on a une position beaucoup plus verticale, beaucoup plus haute, parce qu'on doit être dynamique. Si on est bas sur nos appuis, on perd ce dynamisme et cette explosivité. Essayer de faire un high jump depuis la position du squat profond, c'est juste pas possible. On doit rester haut sur nos appuis. Du coup, la mobilité, tu parlais de la mobilité des hanches, c'est un point très important, mais la mobilité du dos encore plus. Pour pouvoir, pour que le corps puisse absorber ces charges d'entraînement à ski et puis répéter l'action le lendemain matin. Si on passe pas par la case mobilité, stretching et physiothérapie, on n'arrive pas à suivre le rythme. Donc on est obligé de maintenir notre corps mobile le plus possible pour pouvoir survivre à ces entraînements. Ok. Est-ce que tu préfères partir en vacances dans un hôtel 5 étoiles ou est-ce que tu préfères un petit Airbnb mais sans eau courante ? J'adore le luxe. Je dirais l'hôtel 5 étoiles avec un beau spa, ouais, c'est plus moi ça. Ok, moi j'avais mis le deuxième du coup. Mais... Ah mince, il y a égalité de fait, il y a 3-3. Wow. Pas de vainqueur. Pas de vainqueur aujourd'hui. Ça fait un point chacun. Merci en tout cas pour tes réponses, Marc. C'est la fin de cet épisode de Carbone. Là, tu vas partir aux États-Unis, on l'a entendu, lundi prochain. Et c'est quoi la suite de la saison ? Donc, des 2 courses aux États-Unis, puis ensuite. Alors, c'est juste, on part aux États-Unis début de semaine. On a une première course à Lake Tahoe en Californie. Puis le week-end successif, on sera dans le Colorado à Aspen. Et puis après ça, on vole directement en Slovénie parce que c'est la
prochaine et la dernière course de Coupe du Monde à Kranjska Gora avant les finales de Coupe du Monde auxquelles uniquement les 25 premiers de la Coupe du Monde peuvent y participer. Du coup, d'ici à mi-mars, on rentre plus à la maison, donc le rythme est freiné, on profite d'être un peu à la maison cette semaine. Ouais, ça enchaîne alors. Et puis après, toi, tu auras des vacances, puis tu as aussi des examens, donc tu dois préparer, non, d'économie. Ouais, c'est juste. Ouais, j'arrive au terme de mon bachelor en économie. J'ai un rythme un peu particulier parce que pendant l'année, c'est difficile pour moi de réviser et de voir mes cours. Donc je mise plus sur l'intensité au terme de ma saison de ski. Je me prends en général une petite semaine de coupure pleine. Puis ensuite, je reprends l'entraînement physique et les révisions pendant environ 6 à 8 semaines pour pouvoir passer mes examens au mois de juin. Donc pendant que mes coéquipiers peuvent se gratter sur le canapé ou aller jouer au golf, malheureusement moi je dois réviser, mais c'est la dernière année, donc le dernier sprint. Bon, bon courage pour la fin de cette saison, puis bon courage pour cette dernière année. Et puis on salue et on remercie encore vos générations champions de nous avoir aidés à te rencontrer et à vous faire découvrir Marc Rochat. Et bien sûr un dernier mot pour vous après pour cet épisode. On aimerait vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur nos plateformes d'écoute et même sur YouTube. Oui, voilà, souvent on est sur Spotify, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir cet épisode, à écouter cet épisode, à regarder sur YouTube. Et on vous donne rendez-vous au prochain épisode justement où on quittera les pistes de ski pour les singles de trail. Et donc jusqu'au prochain épisode, on vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien et à très vite sur Carbone. Ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup.